Sur le TAFTA, il y a un maillon faible en Europe, c'est l'Allemagne. On peut avoir beaucoup d'inquiétudes sur la trajectoire allemande, ce qu'elle pèse au sein de l'Union européenne et puis tout ça. Mais aujourd'hui, le maillon faible qui risque de dire non au TAFTA et qui risque de peser dans les négociations, c'est l'Allemagne. D'abord parce qu'il y a quand même une conscience écologique qui est assez importante et que ça pèse sur la chute environnementale, et aussi parce que quand même, en Allemagne, il a été très mal pris le fait qu'Angela Merkel et tout son gouvernement soient écoutés par la NSA. Donc ça a pesé, et ça pèse très fortement, et si vous regardez un peu ce qui circule sur Internet, les discours il y a des chaînes publiques allemandes qui font des émissions de prime time ou, sur le TAFTA, sur le grand marché transatlantique, je préfère dire le grand marché transatlantique personnellement, voilà, avec un discours très critique et très intéressant. Elles ont rencontré les commissaires, enfin, il y a vraiment des bonnes choses, donc c'est le maillon faible aujourd'hui, vraisemblablement. Ensuite, le fait de critiquer l'Union européenne ne doit pas nous faire oublier le poids de nos bourgeoisies nationales, pour ainsi dire. C'est-à-dire que des fois, ça peut servir de cache-sexe aussi, quand même. Hein. Je vais avoir deux exemples. La réforme, la taxe Tobin d'abord, hein, où on a une taxe Tobin qui finalement avait été quasiment plus proposée par l'Union européenne, y compris par la Commission européenne, et c'est un gouvernement socialiste de la France qui a freiné au maximum pour que ça ne se fasse pas. Donc c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, qui est un peu la même chose, c'est la loi de séparation bancaire en France, qui a été une loi quasiment vide de contenu, alors que l'Union européenne proposait des mesures qui étaient un petit peu plus fortes. Donc il ne s'agit pas de dire que ça a panacé, mais il s'agit de ne pas toujours penser, des fois, pointer le doigt sur l'Union européenne, ça suppose, de toute façon, la sortie de l'Union européenne supposerait de toute façon qu'il y a un bouleversement du rapport de force qui ferait qu'on peut estimer que dans le même temps, la bourgeoisie nationale, elle en aurait pris un coup dans l'aile en même temps. Mais ceci dit, enlever le carcan européen en soi, pour se retrouver de le rapport de force en France, il est à peu près le même que celui au sein de l'Union européenne. Voilà un peu. Ensuite, donc le retour à l'État-nation, moi je ne suis pas hostile. Hein. Donc moi je suis un lecteur de Sapir, entre autres, qui parle à un moment d'une union. De toute façon, il faut que ça commence par quelque part. Je ne suis pas sûr que c'est de la France que ça viendra. Moi, je regarde avec intérêt ce qui se passe en Grèce, mais bon, surtout ce qui se passe en Espagne, puisqu'il y a un poids démographique qui est important. L'Espagne, c'est une économie importante en Europe. C'est pas un pays périphérique de la même manière que la Grèce. Donc, le maillon faible aujourd'hui, c'est l'Espagne. Pour moi, la question de l'internationalisme, c'est comment on soutient ce qui se passe quand il y a des tentatives qui se passent comme en Grèce, comment on arrive à les soutenir, puisque le comportement de Hollande-Valls, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus navrant aujourd'hui sur le terrain politique, c'est leur comportement à l'égard de la Grèce, et comment on l'importe. Alors, je vais faire un petit... mais je pense que je ne convaincrai que le convaincu, mais ça vous solide seulement. Moi, à la limite, je suis plus, je veux dire, un poète qui va vous apporter des images pour de la manière d'argumenter dans vos cercles, si éventuellement des fois. Moi, je dis, imaginons, j'ai vu mes copains revenir de Copenhague, donc du sommet qui s'était déroulé à Copenhague sur l'environnement, il y en avait qui, pareil, avaient pleuré sur place parce qu'il n'y avait aucune mesure qui avait été prise. J'étais triste pour eux, j'ai 2 enfants, donc je suis triste de ce que peut donner l'avenir pour de la planète. Mais je leur dis, mais quand est-ce que, une seule fois dans l'histoire de l'humanité, ça s'est produit comme ça, que tous les gouvernements de la planète se sont donné la main en même temps et ont décidé, tiens, les bisounours, c'est sympa, et on va s'embrasser, et puis on va prendre des mesures positives pour toute la planète partout en même temps. Je leur demandais quand est-ce que ça s'est produit. Imaginez 1789, dans ce cadre-là, la grande révolution démocratique, vous avez Mirabeau qui sort de la salle du jeu de pommes, reprise de la Bastille, grande peur dans les campagnes, et qu'est-ce que vous voulez? Une république. Bon, alors, une république. On va aller en parler à l'impératrice de Russie, bien sûr, on va en discuter avec l'empereur de Prusse. Alors du côté de l'Angleterre, on aura peut-être un peu plus d'écoute puisqu'ils ont déjà l'habeas corpus, mais bon, voilà. Donc ce que je propose, c'est que au niveau européen, comme ça, on ait des discussions pour voir s'il ne serait pas possible. Bon, voilà. Mais imaginez les grandes réformes sociales de 1936, sachant qu'en l'occurrence, la France n'a pas été le fer de lance. Hein. L'Allemagne ou l'Angleterre avaient un certain nombre de mesures sociales qui étaient en avance. Il ne s'agit pas de faire des cocoricots, hein, étaient en avance. Mais bon, imaginez 36 aujourd'hui. Léon Blum sort de Matignon. Ah oui, il y a du monde. Hein. Vous avez l'air fatigué, non? Un petit séjour à la mer. Bah oui, non, mais je comprends, vous avez bien le droit de voir la mer. Vous aussi, il n'y a pas de raison. Les 40 heures. Oula.
Alors vous savez qu'au niveau de la compétitivité, vous comprenez qu'au niveau de la compétitivité, ça mettrait gravement en danger le pays, l'économie du pays, donc vous comprenez, c'est pas possible à notre échelle, mais ce que moi je vous propose, c'est qu'on réunisse les socialistes européens, et qu'à ce moment-là, peut-être qu'au Parlement à Strasbourg, on propose un amendement, et de cette manière-là, on va voir la Commission européenne, et puis peut-être que, évidemment, c'est ce genre de raisonnement qui fait qu'on espère que ça va se mettre partout en place en même temps, est une manière d'arrêter l'histoire. Moi, je crois qu'il y a eu deux manières d'arrêter l'histoire. Il y a eu une manière de droite. La manière de droite, c'était le libre-échange, puisque, en fin de compte, revendiquer, comme ce midi, j'avais un débat avec Solidaire, revendiquer aujourd'hui une réduction du temps de travail, mais comment imaginer une réduction du temps de travail en économie ouverte? C'est évidemment, et c'est la réalité. Et ces réalités, c'est mettre en danger la compétitivité française face aux industries roumaines, enfin françaises installées en Roumanie, chinoises, face à voilà, bon, mais comment imaginer des mesures fiscales en économie ouverte? Ben, évidemment, le siège de l'EADS s'est immédiatement installé à La Haye, puisqu'il n'y a pas de taxation sur les plus-values aux Pays-Bas. Mais comment imaginer des conquêtes environnementales, des normes environnementales plus élevées, par exemple la taxe sur les produits pétroliers au niveau français, alors que qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire une fuite de l'industrie pétrolière, et là il y a eu des réflexions de Solidaire douane là-dessus, donc tout ça c'est vrai, donc ça a été la manière de droite d'arrêter l'histoire, la manière de droite d'arrêter l'histoire a été d'instaurer le libre-échange. J'ai une citation, vous me donnez 2 minutes encore, une citation qui est assez éclairante d'un économiste américain qui a reçu le prix Nobel, donc vous voyez qu'il est sérieux, enfin le prix de la Banque de Suède d'économie, qui s'appelle Gary Becker, qui est libéral mais du pur jus. Et donc je l'utilise tout le temps. Hein. Donc je m'excuse pour ceux qui étaient déjà là ce midi, ça fera 2 fois la même journée, mais enfin des fois, eux, il faut voir qu'en face, ils répètent 10 fois par jour, donc il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas 2 fois par jour non plus. Donc c'est une citation de 1993, la date est intéressante. Pourquoi? Parce que c'est le moment, post-traité de Maastricht, où en Europe, on a l'unification du continent européen sous régime de libre-échange, et on a la même histoire en Amérique du Nord, avec l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, qui unifie, pareil, le continent nord-américain en régime de libre-échange. Et Gary Becker, donc 2 histoires parallèles, énonce à ce moment-là: le droit du travail et la protection de l'environnement sont devenus excessifs dans la plupart des pays développés. Le libre-échange va réprimer certains de ces excès en obligeant chacun à rester concurrentiel face aux importations de pays en voie de développement. Donc voilà, lui, il y avait une grande conscience, je veux dire, il y a une grande... Nous, ils nous jettent des paillettes avec c'est la prospérité et la fraternité entre les peuples. Eux, ils avancent dans cette histoire avec une grande conscience des intérêts concrets qu'ils vont pouvoir y trouver. Là, en matière, donc, il le lit, je pense que c'est important pour nous. Hein. Moi, je suis rouge et vert, hein. L'écologie, je ne l'oublie pas. Droit du travail et protection de l'environnement. Pour eux, ils vont gagner sur tous les tableaux. Et ils ont, en effet, depuis 2 décennies, gagné sur tous les tableaux. Donc ça, c'est la manière de droite d'arrêter l'histoire, ou la faire partir carrément en marche arrière, ou en arrière de Serge Alimi. Mais il y a une manière de gauche, il y a eu une manière de gauche d'arrêter l'histoire, et c'est ce que je décrivais à propos de 1789-1936, c'est estimer que, voilà, c'est l'internationalisme BA, quoi. Ou l'alternamondialisme, même si le mouvement altermondialiste a apporté des choses positives aussi, mais ça va se passer, tous les peuples de la planète vont se donner la main, ça va être sympa, ça va être une grande kermesse, vous voyez, ou alors c'est les gouvernements, parce qu'avec les ONG, Greenpeace, on va être vachement bien, et puis on va faire pression sur eux au moment du sommet, là, à Paris, vous allez voir. J'espère qu'il va en sortir quelque chose du sommet de Paris, mais ça paraît pour le moins aléatoire, quoi. Donc, à un moment, je pense que l'internationalisme, c'est pas ça. L'internationalisme, c'est il y a un pays qui fait un pas en avant, et en économie ouverte, ça me paraît compliqué. Il y a un pays qui fait un pas en avant, et là, je ne lance pas des cocoricots. La France ne paraît pas le pays le plus avancé aujourd'hui, forcément, pour la mise en cause du libre-échange. Donc, peut-être que c'est l'Espagne, peut-être que l'Espagne est le maillon faible de l'Europe, mais on s'appuie dessus pour mener une expérience. Et moi, tout ce que je demande, je ne suis pas aussi radical qu'un certain nombre de camarades ici. Moi, ce que je demande, c'est le droit à l'expérience. Le droit à l'expérience politique. Depuis 1983, nous on le situe très clairement, on a fait un dossier sur la semaine où la gauche est passée à droite. Enfin, la gauche c'était le Parti Socialiste, quoi. Mais on situe très clairement quand ça s'est produit, quand toute autre politique est devenue interdite. Et donc, voilà, ce que je demande, c'est simplement un droit à l'expérience. Je ne suis pas keynésien,
Mais aujourd'hui, une relance keynésienne, elle n'est pas possible. Une relance par la consommation est impossible en économie ouverte. C'est relancer l'industrie allemande, c'est relancer l'industrie chinoise, mais c'est pas relancer l'industrie française. Mais moi, je ne suis pas favorable à un programme de relance par la consommation. Mais des mesures environnementales, un programme de décroissance, sans que ça soit forcément ma tasse de thé, mais seulement, quoi. Mais c'est impensable de la même manière en économie ouverte. En effet, ces mesures environnementales-là, elles pénaliseront l'industrie française et puis ça ne fera qu'accroître les importations. Donc vous voyez, je pense qu'on est là, la remise en cause du libre-échange est une condition nécessaire, mais non suffisante, hein, pour qu'il y ait la possibilité de mener des expériences politiques. La Grèce, c'est pas forcément la panacée, ce qu'aurait mis en place Tsipras, mais c'est le droit à l'expérience. Aujourd'hui, on n'a plus le droit à l'expérience, il n'y a plus de tentative possible. Donc ça, c'est... Après, moi, là, ça va ouvrir le débat. Est-ce que on voit bien qu'il manque une force politique motrice pourquoi il n'y a pas de combat sur le TAFTA, entre autres, pourquoi il n'y a pas de bagarre aujourd'hui? Parce qu'il manque la force politique motrice qui est en filigrane du débat. Là. Moi, là-dessus, je vais avoir, après, c'est du mécano-politique, et on n'en traite pas dans Fakir, parce que c'est chiant, quoi. Non mais voilà. Mais est-ce que il faut poser des questions idéologiques de clé d'emblée et dire une alliance n'est possible que s'il y a sortie de l'Union européenne, sortie de l'euro, sortie de l'OTAN, ou alors, mais moi c'est plutôt ma vision des choses, on crée un parti creusé, il y a un parti creusé ou une alliance creusée où se rassemble un peu tout et n'importe quoi éventuellement, mais où il y a la possibilité de mener un travail idéologique. Je veux dire que la fécondation, le travail idéologique, c'est des esprits qui rentrent et qui ne pensaient pas comme ça et qui, à fur et à mesure, pensent comme ça. Moi, je l'ai vu sans être membre du parti de gauche, mais j'ai vu que l'évolution possible du parti de gauche sur cette question-là, alors j'ai raconté comment y avoir participé, et à force de mettre ces questions, si on m'invite à une université d'été, d'ailleurs qui se déroule traditionnellement pas loin d'ici à Saint-Martin-d'Herne, tous les ans je venais soit avec un camarade douanier, soit, mais je mettais sur la table protectionnisme et environnement, protectionnisme et social, protectionnisme, bon voilà, une espèce de truc pour que ça rentre, et ça a fini par rentrer dans un certain nombre de têtes, et il y a pu y avoir une évolution idéologique. Mais aussi, cette évolution idéologique, elle est faite de gens qui pensent comme ça, du sapir, et qui disent, bon ben voilà, c'est fini, il faut quand même clarifier les choses sur ces trucs-là, mais elle est faite aussi du réel. Je veux dire que la situation en Grèce, elle doit amener, elle amène les consciences politiques à évoluer, par exemple. Donc je crois qu'il faut croire, moi je parie plus sur la fécondation. Alors là, il n'y a plus rien à féconder, il n'y a plus rien. Mais sur une fécondation possiblement de l'intérieur, que seulement sur, on est d'accord d'emblée sur tac, 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 et on se met ensemble. Parce que le problème, c'est que là, on ne va pas avoir grand monde. Enfin bon, de mon point de vue. Alors, voilà.